Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction intitulé États-Unis-Iran, jusqu'où ira l'affrontement? La tribune de l'ONU était cette semaine l'énième théâtre dans lequel Donald Trump et Hassan Rouhani se promettaient le pire, des mots, des tweets parfois, des gestes dont l'escalade interroge sur la dangereuse altitude à laquelle tout cela va nous mener. Avec nous pour répondre à ces inquiétudes, Clément Terme, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut international d'études stratégiques, qui est, rappelons-le, basé à Londres. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et puis avec nous, par Skype, Philippe Gély, le correspondant du Figaro à Washington, où l'horloge indique 8 heures. Bonjour Philippe. Bonjour. Je rappelle que c'est une émission interactive. On vous pose une question sur Twitter depuis le début de la journée. Estimez-vous possible une guerre entre les États-Unis et l'Iran? Dites-nous pourquoi, en réponse de ce tweet, bien sûr. On verra les résultats en cours d'émission. Et on va commencer tout de suite, messieurs, dans le vif du sujet, avec ce qui ressort de ces quelques jours à l'ONU. Commençons avec vous, Georges Malbruno. On a l'impression que chacun est arrivé à la table des négociations et puis est reparti avec exactement les mêmes divergences de fond. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'attente, d'espoir d'une convergence. Chacun est resté fidèle à sa posture. Donald Trump cherchant à isoler l'Iran, comme l'administration américaine tente de le faire depuis un an. Et l'Iran, Rouhani, plutôt assez à l'aise, qui a fait remarquer d'ailleurs à la communauté internationale que sur cette question du retrait américain de l'accord nucléaire, eh bien, les États-Unis étaient plutôt isolés. Hassan Rouhani a dit des choses quand même très intéressantes quand il a dit qu'il n'excluait pas, finalement, on y reviendra probablement, de discuter avec les États-Unis, mais avant, il fallait que les États-Unis reviennent dans l'accord nucléaire, tout ça parce que l'Iran est acculé chez elle et par les sanctions économiques. Rouhani, comme le guide Ali Khamenei, pour répondre à votre question centrale, a dit il n'y aura pas de guerre entre nous et les États-Unis. Pas de guerre, pas de sanctions non plus. C'est ce qu'a dit Hassan Rouhani. Je vous poserai la question à vous trois, messieurs, en cours d'émission. Philippe Gély, les mots ont été durs, évidemment, du côté de Donald Trump pour qualifier le régime de Téhéran, mais c'est une habitude finalement. Cette semaine à l'ONU aura-t-elle permis au moins la moindre petite avancée sur le dossier iranien, du point de vue américain en tout cas? C'est pas évident, non. Je pense qu'ils ont étalé leur posture aux yeux du monde. Elle était déjà connue. Si l'objectif de la réunion du Conseil de sécurité de mercredi matin était de rallier au moins les membres permanents du Conseil à leur stratégie, manifestement ça a échoué. Le discours d'Emmanuel Macron après celui de Donald Trump était clairement contradictoire. Mike Pompeo, le secrétaire d'État, s'est offusqué des efforts européens pour créer un système permettant de contourner les sanctions américaines. C'est l'une des rares fois où l'on voit une des premières fois en tout cas où on voit les Européens, mais aussi avec les Russes et les Chinois, s'offusquer de l'application de sanctions extraterritoriales par les États-Unis. Et le président américain qui a dénoncé la violation de l'accord iranien par l'Iran. On écoute le président américain. In the years since the deal was signed, Iran's aggression only increased. The regime used new funds from the deal to support terrorism, build nuclear-capable missiles, and foment chaos. Clément Terme, c'est intéressant parce que c'est une déclaration qui est en contradiction avec ce que dit l'Agence internationale de l'énergie atomique et ce que disent le reste des signataires de l'accord qui disent tous que finalement l'Iran respecte presque à la lettre le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Alors qui a raison ? Ouais, je dirais que même que le président des États-Unis contredit ses propres services, puisque en 2003, ils ont publié le National Intelligence Estimate qui jugeait que l'Iran avait au moins interrompu ses efforts vers le nucléaire militaire. Donc c'est vrai qu'il est vraiment à rebours de toutes les expertises qui existent sur la scène internationale, si ce n'est celle proposée par le Premier ministre israélien, qui lui voit un programme nucléaire militaire avec le vol des archives qui a eu lieu à Téhéran par les services israéliens. Donc là, on a vraiment un alignement sur cette évaluation de ce que pourrait être une, entre guillemets, menace nucléaire iranienne qui est très visible. Mais comme ça a été dit, il n'a pas convaincu les autres partenaires, notamment du Conseil de sécurité. Mais en a-t-il besoin? Parce que lui-même ne croit pas dans les institutions internationales et ce qu'il souhaite, c'est terroriser les entreprises occidentales qui travaillent en Iran et il utilise à fond le moyen des dollars, du contrôle aussi de l'extraterritorialité des lois
Mais Donc la question qu'il faut se poser, c'est au-delà des divergences rhétoriques dans la relation transatlantique, est-ce que les entreprises européennes vont écouter le Quai d'Orsay ou elles vont écouter M. Trump? On reviendra justement à ce mécanisme inventé par l'Union européenne en fin d'émission. Jean-Noël Bruno, on a l'impression qu'effectivement, si accord il y a, il ne se fera pas forcément à l'ONU, qui est le temple du multilatéralisme et auquel Trump ne croit plus vraiment. Non, les Américains, semble-t-il, ne sont pas sur une posture de régime change, en tout cas pas Donald Trump et pas Mike Pompeo, Bolton peut-être un peu plus, mais ils sont sur une logique de change of behavior, de changement de comportement de l'Iran au Moyen-Orient. Alors Emmanuel Macron n'est pas tout à fait hostile à cette posture-là, comme les Saoudiens et d'autres. Simplement, il faut pouvoir amener l'Iran à négocier sur d'autres dossiers, donc le balistique. Les Iraniens s'étant engagés, liés les mains sur le nucléaire, considèrent que les missiles balistiques de courte portée dont ils disposent, c'est pour leur défense et que par conséquent, ils ne veulent pas négocier ça. Il y a aussi le dossier de l'influence régionale, la déstabilisation, selon les Occidentaux, que l'Iran mène en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. L'Iran est quand même acculé économiquement. Le régime iranien sait ce qui se passe chez lui, il y a des manifestations très fréquentes, le rial a perdu 50% de sa valeur. En Syrie, l'Iran est un peu sur la défensive quand même, en Irak également. Donc, sur le Yémen, un peu moins, mais l'Iran négocie, discute avec les Européens. Donc, est-ce qu'on peut amorcer justement un dialogue entre l'Iran et les Européens et qui pourrait permettre aux États-Unis, à un moment ou à un autre, de venir également dans le dialogue pour élargir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Rouhani a dit, et en Iran, on dit pourquoi pas, mais il faut d'abord revenir à l'accord nucléaire qui et respecter la parole américaine. Et donc permettre aux Iraniens, parce que c'est un problème important chez eux, au peuple iranien de voir qu'il y a des dividendes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui explique la déception des Iraniens. Et vous l'avez rappelé, les intentions américaines par rapport à l'Iran sont sujettes à diverses interprétations. On parle de Bolton, les uns affirment que l'Amérique souhaite renverser le régime, mais John Bolton, vous l'avez évoqué, le conseiller Donald Trump à la sécurité nationale, a assuré que pas du tout. As I've said repeatedly, regime change in Iran is not the administration's policy. As Mike Pompeo just said, we've imposed very stringent sanctions on Iran. More are coming. And what we expect from Iran is massive changes in their behavior. And until that happens, we will continue to exert what the president has called maximum pressure. Philippe Gély, dites-nous tout sur ces intentions américaines difficiles à cerner parfois. Oui, la frontière est mince parfois entre le changement de régime massif, entre guillemets, que demandent les Américains et le changement de régime, bien sûr. Mike Pompeo avait dressé une liste au mois de mai dernier de 12 demandes adressées au régime des Mollahs, qui revient en fait à en faire une espèce de démocratie laïque, ce qui est un peu illusoire sans doute. Donc, on a aujourd'hui une administration américaine dont James Mattis, le secrétaire à la Défense, est exclu du dossier. Rex Tillerson a disparu. H.R. McMaster, le Conseil de la Sécurité nationale, a été remplacé par Bolton. Donc, ce qu'on doit constater, c'est que l'entourage de Trump a une histoire personnelle de pousser en faveur du changement de régime. Non seulement Bolton, mais Pompeo, lorsqu'il était au Congrès, a fait des déclarations en ce sens. Et le week-end dernier, l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui a l'oreille du président, a déclaré, je cite, je ne sais pas quand on va les renverser, mais ça va venir. Philippe G, Donc il y a ce courant. Vous venez de répondre finalement à un internaute qui nous dit « Une guerre est fort possible avec un Trump imprévisible et très instable dans ses prises de position, car très influençable par son entourage immédiat et notamment son gendre. » C'est vrai qu'on peut également parler de Jared Kushner ? Je ne suis pas certain que le gendre est aligné sur la politique de Benjamin Netanyahou, comme Donald Trump lui-même. Mais ce que je vous dis là, l'entourage de Trump est clairement tenté sur un plan personnel par le changement de régime. Pour autant, je pense que si les Iraniens veulent vraiment une sortie de crise, elle est très facile à obtenir avec Donald Trump. Il a dit hier, lors de sa conférence de presse,
que peu importe ce que pensent les autres dirigeants du monde sur ma stratégie iranienne, de toute façon, les Iraniens, à un moment donné, vont devoir revenir vers moi et négocier. Georges Malbruno. Ça va être difficile avec Donald Trump, et tant qu'il y aura le guide suprême Ali Khamenei, qui est farouchement anti-américain. Simplement, les Américains veulent un Iran à genoux. Je pense que les Américains sont conscients d'une chose, c'est qu'ils se souviennent quand même de 2003 en Irak, qui n'a pas été un franc succès. Un régime change en Iran, compte tenu de la capacité de nuisance de l'Iran dans son voisinage, ça veut dire des troubles très très importants, probablement beaucoup plus importants que ce que l'Irak a connu en 2003. Donc je crois qu'il y a une rhétorique, mais il y a aussi la conscience que c'est un pari extrêmement dangereux. Mais comme l'a dit Philippe, effectivement, Trump lui est convaincu que, et c'est pas faux, que les sanctions font très très mal. Les sanctions font très très mal et que par conséquent, et bien tôt ou tard, le président Rouhani viendra frapper à la porte des États-Unis pour dire nous sommes acculés et nous voulons négocier. Ce n'est pas un scénario qui est à exclure compte tenu du pragmatisme qui est aussi celui de la République islamique d'Iran, mais pas dans les conditions d'une capitulation. Mais justement, en tout cas, c'est la question qui va nous intéresser pour les prochaines minutes. Le compromis pourrait-il venir de l'Iran ? La République islamique, c'est vrai, est pointée du doigt pour ses volontés hégémoniques, vous l'avez rappelé, au Moyen-Orient, et pour son programme balistique. Vous allez le voir sur ces images. C'était samedi dernier à Téhéran. Rouhani assistait à une parade militaire pour la Journée nationale des forces armées, qui commémore chaque année le déclenchement de la guerre Iran-Irak. Et en tout cas, sur le programme balistique, le président iranien ne semblait pas ouvrir la porte au dialogue. نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افزود. عین این ماجرا برای ترامپ خواهد بود. آن چه بر سر صدام آمده است، بر سر آمریکا خواهد آمد. Clément Terme, l'Iran a vu un lot de sanctions lui retomber sur la tête. Il y en a d'autres encore qui arrivent. Est-ce que un jour, l'Iran pourra faire un geste sur son programme balistique ou sur ses volontés hégémoniques en Iran, dans le Moyen-Orient, pour sortir la tête de l'eau ? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait de volonté hégémonique de l'Iran dans la région. Il y a juste la conscience du pays d'être une puissance régionale incontournable. C'est plutôt la volonté d'exporter de la révolution islamique dans les communautés chiites, notamment au Pakistan, en Afghanistan, en Irak ou au Liban, par exemple, qui pose problème et qui questionne en fait les diplomaties occidentales. Ce qu'on dit, c'est l'interférence dans les affaires intérieures des alliés des Occidentaux dans la région. Sur le programme balistique, un geste est possible pour vous ? Le programme balistique, c'est des technologies anciennes. Il ne faut pas penser que le programme balistique iranien est au niveau de ce qui se fait dans les standards militaires occidentaux. Ce sont des technologies qui datent des années 1950, plutôt des technologies d'origine soviétique. Donc c'est quand même pas un programme sur le plan technologique qui est très avancé. C'est plutôt le discours qui accompagne le programme qui pose problème. Par exemple, le discours sur la destruction d'Israël ou des éléments de langage de la République islamique qui bloquent en fait la réintégration de l'Iran dans la région et qui empêchent l'amélioration des relations avec les voisins. Mais il ne faut pas penser que quand les États-Unis disent on veut le changement de comportement, ils sont sérieux parce que les 12 conditions qu'ils ont posées, comme le disait votre correspondant, en fait impliquent le changement de régime. D'où l'inquiétude et d'où la question que vous posez, parce que si Trump ne parvient pas à ses fins avec les sanctions qu'il va mettre en place en novembre, notamment sur le pétrole. Il faut savoir que le pétrole en Iran ne représente que 20 à 30% des recettes de l'État. Donc c'est pas comme l'Arabie Saoudite. Certes, il y a la dimension pétrolière qui est très importante. Mais l'économie est plus diversifiée. Voilà, exactement. Donc la capacité de résilience, pour le coup, est plus grande. Donc la question que vous posez existe parce qu'on se dit, si Trump ne parvient pas à ses fins à travers le régime de sanctions et la pression maximale économique, il pourrait recourir par impatience à des moyens autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas réaliste. Georges l'a dit, vu la situation géostratégique, le fait que l'État irakien est très affaibli, l'État afghan également, il y a des moyens pour l'Iran de faire payer le prix de cette politique aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'Obama, en 2008, avait initier un changement. Il faut bien se rappeler que Obama est l'instigateur de la nouvelle situation qu'a connue l'Iran jusqu'à l'accord sur le nucléaire et jusqu'à l'arrivée de Trump. Et restons encore un moment sur ces sanctions
qui pour certaines ont déjà été rétablies, d'autres qui arrivent le 4 novembre. On a Rustine, par exemple, qui nous demande: une révolte des Iraniens contre leurs élites religieuses est-elle possible? Georges Malbruno, comment vous percevez la stratégie de survie du régime iranien? Et est-ce que la colère de la rue ne va pas s'augmenter avec ces nouvelles sanctions? Alors, la colère s'est déjà exprimée depuis le mois de décembre. Oui. Il y a des manifestations régulières, importantes, qui ne sont pas récupérées politiquement par les réformateurs parce qu'ils ont été laminés. Le régime est conscient de ces manifestations. Quand j'y étais en juillet, j'ai posé cette question. J'ai dit: mais vous n'êtes pas quand même un petit peu inquiet de ce qui se passe, compte tenu du fait que ces sanctions font très très mal. Encore une fois, l'économie va très très mal. Les industriels ne peuvent plus exporter, ne peuvent plus se procurer du dollar. Et la stratégie iranienne, c'est d'une part de miser sur le temps. C'est ce que disait Rouhani. Il dit Trump connaîtra le sort de Saddam Hussein, c'est-à-dire il y aura un autre président américain après Trump, et d'autre part de penser que, d'ailleurs ils le disent, ils me l'ont dit, on a une réserve de X dizaines de milliards de dollars. Si la pression devient trop forte, eh bien on déliera les cordons de la bourse pour faire en sorte que le peuple ne soit pas tenté de manifester, ce qui est le cas aujourd'hui. Simplement, entre les manifestations, beaucoup de gens manifestent, beaucoup de gens sont exaspérés. Moi, ce qui m'a frappé quand j'y suis allé, c'est que même beaucoup de gens disent Trump fait la politique de son électorat, nos dirigeants, ils font la politique pour sauver leur peau. Donc il n'y a pas de nationalisme de ressentiment. Il y a un vrai, au contraire, ressentiment contre leurs propres dirigeants, mais il y a aussi la conscience qu'il n'y a pas d'alternative au pouvoir des religieux, et les Américains aussi le savent bien, ça. Les Moudjahidines du peuple ne représentent rien, le fils du Shah est sympathique, mais c'est pareil, il a peu de base à l'intérieur, donc le régime est assez confortable, et si jamais il y avait une volonté du peuple de manifester, eh bien là, je peux vous assurer qu'il y aurait une répression féroce, comme on a vu en 2009. Donc tout ça fait qu'on est dans une impasse, effectivement. Effectivement, la prochaine date butoir, c'est le 4 novembre, lorsque les sanctions sur le pétrole vont être appliquées. Le pétrole, c'est quand même une ressource importante pour l'État iranien. Il y aura probablement un certain nombre de pays, la Chine, l'Inde, la Turquie, par exemple, qui continueront d'acheter du pétrole iranien, mais là, ce sera pour l'État iranien encore plus difficile. Et donc ces nouvelles sanctions qui font partie de cette stratégie de pression maximum, on l'a évoqué. Mais cette stratégie ne sera-t-elle qu'économique? C'est la question à $1 million, voire $1 milliard. Mais vous qui nous regardez, vous posez peut-être la question de savoir si un jour il y aura un conflit armé entre les États-Unis et l'Iran. C'est également ce que nous dit par exemple un internaute Toitou. Donald Trump souhaite de toute façon et à moyen terme un conflit avec l'Iran. Cela lui permettrait d'être soutenu par davantage d'Américains et d'être réélu en 2020. Et c'est probablement un internaute qui sera conforté par les déclarations de John Bolton, qui est toujours le conseiller à la sécurité nationale du président, et qui a prononcé mardi des menaces presque pas dissimulées envers le régime iranien. On l'écoute. According to the mullahs in Tehran, we are the great Satan. So I might imagine they would take me seriously that when I assure them today that if you cross us, our allies or our partners, if you harm our citizens, if you continue to lie, cheat, and deceive, yes, there will indeed be hell to pay. Philippe Gély, cette hypothèse est-elle si irréaliste que cela côté américain? Elle l'est sans l'être. La logique dans laquelle s'inscrit Donald Trump, il faut bien comprendre ça, c'est que plus il asphyxie les Iraniens économiquement, plus il essaye de déstabiliser le régime. Le département d'État va annoncer demain matin, vendredi, une aide aux défenseurs de la démocratie, on se met du côté du peuple iranien, etc. Dans la logique personnelle de Donald Trump, c'est le meilleur moyen pour lui d'éviter la guerre. C'est-à-dire qu'il est persuadé que plus il joue les perturbateurs, dans cette région comme dans d'autres, plus il a des chances d'amener ses interlocuteurs à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à revenir négocier. Honnêtement, s'il n'y avait pas des questions idéologiques et de sauver la face, comme on dit, les Iraniens auraient sans doute intérêt à suivre l'exemple de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui s'en sort finalement assez bien dans la négociation avec Donald Trump. Le vrai risque, c'est que si demain l'Iran prend acte du fait que les États-Unis ont détruit
sans rémission possible l'accord nucléaire et reprennent leur course vers l'arme atomique, là, les États-Unis se retrouvent avec seulement de mauvaises options devant eux. Et là, ça devient dangereux. Alors, deux questions pour vous, Clément Terme. Effectivement, ce que dit Philippe Gély fait écho à un autre commentaire d'un internaute, toujours Rustine, qui nous dit: est-ce que les Iraniens pourraient effectivement reprendre leur programme nucléaire rapidement? Après, on répondra à la question du Twitter. Oui, ils peuvent toujours le faire, mais ce n'est pas dans leur intérêt, parce que leur intérêt, c'est de sauver leur économie pour survivre. Donc la question, c'est comment négocier avec Trump, en fait. Parce que sur le principe de négocier, je pense qu'en Iran, ils sont d'accord. Comme l'a dit Georges, ils sont très pragmatiques. Donc, mais ils veulent des négociations secrètes. Et Trump, lui, il aime le show, il aime le sommet. Et donc c'est très difficile, parce que le guide n'est pas sorti d'Iran depuis qu'il a pris ses fonctions, c'est-à-dire depuis la fin de la présidence en 1989, à la fin des années 80, puisqu'il a été président dans les années 80. À l'époque, il voyageait. Donc il faudrait que M. Trump aille en Iran pour rencontrer le guide suprême. Donc ça semble assez improbable. Le guide ne sortira pas d'Iran pour M. Trump. Et comme ils ont un discours sur le régime iranien qui est pour le coup assez réaliste, de dire que le président en fait n'a pas la réalité du pouvoir, et c'est le problème des Européens, parce que négocier avec le président, il faut rencontrer directement le guide. Et là, c'est difficile. Le guide, lui, il veut des négociations secrètes avec les États-Unis. Il est prêt même à négocier avec ses pires ennemis pour survivre. Donc ça existe, ça, cette tendance du côté iranien. C'est sur la forme que là, c'est difficile de voir comment pourrait se dessiner un sommet Khamenei-Trump. Et un conflit militaire entre États-Unis et Iran, on voit que 64% de nos internautes considèrent que ce n'est pas possible. Quel est votre avis? Qu'auriez-vous voté à cela? Non, je pense que c'est très difficile parce que les rapports de force dans la région sont complexes. C'est-à-dire que l'État afghan est en grande difficulté, l'État irakien aussi en grande difficulté. Il y a des zones d'instabilité autour de l'Iran qui créent des opportunités en termes de défis stratégiques pour l'Iran vis-à-vis des États-Unis. En fait, il faut bien comprendre que la stratégie de défense de l'Iran est construite sur la réponse asymétrique. Et le fait que le monde arabe, la Syrie par exemple, soit dans une forme de chaos et de guerre civile est favorable à cette stratégie iranienne, d'utiliser des acteurs non étatiques, des groupes pour étendre son influence. Mais ça n'en fait pas une puissance hégémonique. Il faut bien comprendre que la région est partiellement en ruine quand même. Donc l'Iran a certes une influence, mais pas positive. Donc la capacité de nuisance n'est pas forcément une capacité à construire. Et c'est là aussi les limites de l'influence régionale de la République islamique. Mais ce qui va être, là, à mon avis, le juge in fine, ça sera la survie du régime. Si le régime pense qu'il est menacé, il est capable de faire un compromis. Et la survie du régime pourrait peut-être se décider avec ce stratagème européen qui a été inventé et qui a été en tout cas annoncé mardi. Car il y a maintenant un dilemme pour les autres signataires de l'accord. Peuvent-ils poursuivre leurs échanges économiques avec l'Iran alors qu'ils sont menacés de représailles économiques par la première puissance économique et financière au monde, les États-Unis, et dont la monnaie, le dollar, inonde tous les marchés mondiaux. Alors, deux grands groupes ont déjà quitté ou annoncé leur départ. On parle de Peugeot, Total, Daimler, également, Air France qui a suspendu la semaine dernière sa ligne Paris-Téhéran. Et face à cette Amérique qui veut dicter sa loi, l'Union européenne a donc proposé mardi un stratagème. On écoute la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Participants underlined their determination to protect the freedom of their economic operators to pursue legitimate business with Iran in full accordance with the UN Security Council Resolution 2231. Georges Bruno, vous avez vu à côté de Federica Mogherini, il y avait Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, pour bien montrer que c'était un plan commun, on va dire. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce stratagème inventé par l'UE? C'est une sorte de bourse d'échange entre l'Iran qui exporterait son pétrole en Europe, en Allemagne, et puis l'Allemagne paierait avec des machines-outils qui renverraient en Iran ou en utilisant... Pour éviter d'utiliser le dollar. Voilà, mais la faisabilité d'un tel mécanisme est quand même sujet à caution. Vous avez vu que le jour même où l'Union européenne annonçait la mise en place de ce système de troc, la France suspendait la mise en place d'un mécanisme qui permettrait
aux entreprises françaises, justement, de continuer d'exporter, tout simplement parce que les sanctions, comme a dit Nicolas Dufour, le patron de BPI France, sont punitives. Et en dépit de l'existence de ce système de troc, moi, je ne vois pas beaucoup d'entreprises françaises qui vont vouloir risquer leur marché aux États-Unis pour aller en Iran. Donc, ça risque d'être insuffisant aux yeux des Iraniens qui ne cessent de dire aux Européens « aidez-nous ». Permettez-nous de continuer de vendre notre pétrole. Donc je crois que ça risque d'être perçu comme largement insuffisant. Ceci dit, la réponse a été immédiate côté américain avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui, sans surprise, n'a pas applaudi la manœuvre. I was disturbed and indeed deeply disappointed to hear remaining parties in the deal announce they are setting up a special payment system to bypass U.S. sanctions. This is one of the most counterproductive measures imaginable for regional and global peace and security. Nous avons beaucoup de commentaires. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe. Mais nous avons, par exemple, Albert Durand qui nous dit « Trump ne fera pas la guerre à l'Iran. Il n'est pas fou. Il étouffera financièrement et économiquement l'Iran. » Et puis, Rustine qui, décidément, nous offre beaucoup de commentaires aujourd'hui et qui nous demande si le troc européen a-t-il une chance d'aboutir. Je vous pose la question dans une poignée de secondes, Clément Terme. Mais Philippe Gély, on vient d'entendre Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Ce stratagème, ce Special Purpose Vehicle, ce véhicule inquiète vraiment les États-Unis? Non, je pense qu'il le considère que la démarche est vexante de la part d'alliés. Et c'est sûr que si on la prend du point de vue européen, en dépit des limites de l'exercice, comme l'a souligné Georges, il y a une symbolique importante quand même. C'est pas fréquent que les Européens, en désaccord fondamental sur une politique avec les États-Unis, prennent des mesures, essayent d'inventer un système pour contourner le diktat, parce que les sanctions extraterritoriales, c'est un diktat américain. Pour Donald Trump, ça n'a aucune importance. Je pense que les Américains sont assez confiants sur leur capacité de sanctionner, si nécessaire, y compris les entreprises qui feront des affaires avec ce système européen de troc. Donc, sur le fond et sur leur capacité d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire de contraindre tout le monde à se plier à leurs propres sanctions, ils restent très confiants. Merci Philippe. Vous êtes beaucoup à réagir par rapport à ce stratagème européen. Remez qui nous dit « C'est vraiment très triste d'être à ce point sous la coupe de ce pays impérialiste », il part des États-Unis, au point d'être obligé d'inventer des stratagèmes pour éviter la punition. Et puis Pony Sauvage qui lui répond « J'espère que ça marchera. Éviter les sanctions tout en se passant du dollar, ça serait coup double, sans parler du fait que là, on s'opposerait clairement aux États-Unis. » C'est ce que vous disiez Philippe, effectivement, c'est au moins un symbole politique intéressant. Clément Terme, votre avis sur la faisabilité de la manœuvre? Alors, selon ceux qui défendent ce processus, c'est un processus long, qui s'inscrit dans la longue durée. Ils disent que c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une prise de conscience d'abord, et d'un symbole, un signal politique qui est envoyé aux États-Unis. Mais au-delà du symbole et du signal, je partage tout ce que Georges a dit, c'est-à-dire que sur le plan économique, la faisabilité semble peu probable, parce que les sanctions, en fait, visent des acteurs économiques. Donc je ne vois pas ces acteurs économiques changer d'avis, même si l'idée derrière, c'est de dire ce qui pose problème, c'est les banques, les canaux bancaires. Donc évitons, parce que même les canaux bancaires en euros sont touchés par les sanctions, et même les banques, les peu de banques qui ont travaillé avec l'Iran, notamment les banques régionales ou deux petites banques à Paris, ont arrêté de financer des projets en Iran. Alors expliquez-moi en quoi ces entreprises risquent leur marché, puisque on peut comprendre qu'une entreprise comme la BNP par exemple peut souffrir de sanctions financières énormes, et là on parle d'amendes. La BNP qui avait payé 9 milliards de dollars parce qu'elle avait utilisé justement les dollars pour commercer avec l'Iran notamment. Mais là, si avec ce stratagème il n'y a pas de sanctions, la seule crainte finalement de ces entreprises, c'est de perdre leur marché, c'est ça, aux États-Unis? Oui, l'idée, c'est en fait, c'est pas fait pour les grandes entreprises qui sont aussi présentes aux États-Unis, parce que celle-là, l'Europe et puis l'État français, c'est que c'est perdu. Mais par contre, pour les petites PME ou les entreprises qui sont actives sur le marché iranien, mais pas sur le marché américain, c'est censé proposer une alternative. Maintenant, est-ce que ces entreprises fournissent ce que l'Iran souhaite? C'est là la vraie question sur quel intérêt pour l'Iran. Et là, on voit que l'Iran a besoin de Total, l'Iran a besoin d'Airbus, l'Iran a besoin
des grandes entreprises du CAC 40. C'est d'ailleurs les grands leaders du CAC 40 qui sont allés en Iran après 2015, les aéroports, le secteur de la construction. Donc là, on voit que l'objet bureaucratique, si vous voulez, c'est une idée un peu de bureaucrate. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un processus, certes, symbolique et important comme message envoyé aux États-Unis, mais qui n'est pas opérationnel pour les besoins de l'Iran, en tout cas dans ce qui était attendu après l'accord sur le nucléaire. Donc c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de capacité des États européens à contrôler le champ économique. En même temps, c'est aussi normal parce que c'est un système libéral, capitaliste, et l'État ne peut pas décider à la place d'une entreprise si elle doit aller en Iran ou pas. Federica Mogherini a en tout cas annoncé que ça pouvait être créé dès novembre. Mais pour vous, Jean-Marie Bruno, c'est mort avant même d'être né. Non, je ne sais pas si c'est mort, mais en tout cas, ça aura du mal à permettre à l'Iran de continuer d'exporter. Ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, il va y avoir un pivot vers l'Asie de l'Iran, l'Inde, la Chine, la Turquie également, et probablement la Russie, vont continuer d'acheter du pétrole iranien. Mais comme le disait Clément, l'Iran a besoin de la technologie occidentale. Hein. L'Iran, contrainte et forcée, fait du business avec la Chine, mais l'Iran ne rêve que d'une chose, c'est de la technologie européenne, voire même américaine. C'est toute la schizophrénie de ce pays. Et on l'a vu d'ailleurs avec la Chine après 2015. Les Iraniens ont dit aux Chinois, finalement, merci, votre technologie nous a aidés pendant les années d'embargo. Maintenant, regardez, tous les Européens accourent à Téhéran, eh bien, on va prendre leur technologie. C'est là où ils se sont trompés, les Iraniens. Ils ont survendu cet accord nucléaire qui a suscité un espoir extrêmement important auprès de la population qui, aujourd'hui, eh bien, voit qu'il n'y a pas de dividende. Donc, pour l'Iran, ça va être très compliqué, c'est encore une fois d'échapper à ces sanctions américaines. Et comme on l'a dit, comme l'a dit Philippe, on le dit tous, le but de Trump, c'est de les mettre à genoux. Et lorsqu'ils sont à genoux, eh bien, c'est d'aller frapper à la porte des États-Unis. Est-ce que ça se passera ? Même si le système iranien poursuit est pragmatique, compte tenu de la présence d'Ali Khamenei et de Donald Trump, ça me paraît, alors là, ce serait une révolution, on pourrait leur accorder 10 Nobel de la paix, parce que c'est une rencontre qui paraît aujourd'hui inconcevable. Merci beaucoup Jean-Marie Bruno, ce sera le mot de la fin. Merci également à vous Clément Terme d'avoir accepté notre invitation et puis merci à Philippe qui peut commencer sa journée américaine tranquillement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Interaction, c'est-à-dire à jeudi prochain. Ciao.